Bonjour à tous et toujours bienvenue sur la Maïeutique. Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing. Un retour d'expérience après un an d'utilisation du MacBook Pro M3 pour lequel je vais vous afficher les caractéristiques. Donc je l'ai acheté au moment où j'ai créé la chaîne en novembre 2023. On s'est motivé avec Maxime Maury pour lancer une chaîne YouTube pour informer, faire découvrir des concepts, en particulier en économie et sur l'évolution des espèces, comme vous avez pu le voir. Je vous avoue que j'étais pas trop sur YouTube avant le confinement et depuis le confinement, c'est vrai que j'ai été un peu plus présent pour regarder ce qui se passe. J'ai découvert à ce moment beaucoup de nouveaux créateurs et c'était très intéressant. Alors je voulais vous partager aussi quelque chose, c'est que j'ai remarqué en regardant plusieurs vidéos sur YouTube que les personnes qui font du unboxing sont souvent un peu dévalorisées. Comme d'habitude, il y a une hiérarchie qui se crée, qui est très implicite dans beaucoup de domaines. Et YouTube ne fait pas exception à la règle. Pourquoi le unboxing est-il vu comme un contenu, on va dire, peu original ? Peut-être c'est parce que le plus souvent les créateurs se contentent de commander les produits qui viennent de sortir et profitent de la période de rétractation pour les renvoyer. Je vois régulièrement quand je regarde des produits avant d'acheter qu'il y a des créateurs qui s'amusent à commander toutes les couleurs d'iPhone qui sortent ou toutes les couleurs de nouveaux téléphones qui sortent par exemple. Ils font des tests et ils les déballent juste pour regarder les couleurs et ils profitent sûrement du délai de rétractation pour pouvoir les renvoyer sans que ça ne leur coûte rien. Pour ma part, vous savez que je combats nos instincts et je n'aime pas trop qu'il y ait une hiérarchie qui se crée dans des milieux pour lesquels il n'y a pas de sens. Qui n'est pas allé voir un unboxing avant d'acheter une voiture ou avant d'acheter un ordinateur ou avant d'acheter un téléphone? En plus, je trouve que même si on fait une chaîne sur la philosophie ou sur la science, on ne fait que vulgariser ou présenter sous une autre forme des concepts qui ont déjà été découverts. C'est de la même façon un peu comme faire un unboxing d'une idée ou d'un concept. Bref, passons au sujet du jour. Alors, je ne vais pas m'attarder sur les performances de l'ordinateur et de la puce M3 ou faire un comparatif avec le nouveau M4 qui vient juste de sortir. Mon but est simplement de partager mon expérience après un an d'utilisation quotidienne de cet ordinateur. Alors d'abord, vous devez savoir la configuration qu'il y a dessus. Il y a une configuration tout à fait modeste. Il y a une puce M3 Pro. Il y a la RAM de base qui était de 18 Go qui était proposée l'année dernière en 2023. Alors par contre pour le disque dur j'ai pris 1 Tera tout simplement parce que j'avais vu justement dans des unboxings que la version 500 Go était bridée sur les flux. Donc c'est pour ça que je suis passé à 1 Tera. Donc c'est une configuration qui coûte 3000 €. Donc parlons un peu de la RAM. Alors certains pourraient dire que 18 Go de RAM ce n'est pas suffisant. Mais cela fait plus de 20 ans que j'utilise des Mac et c'est vrai qu'en laissant la RAM de base par rapport à mon utilisation, je n'ai jamais saturé. Alors, j'avais jamais eu de MacBook Pro, j'ai eu un iMac que je vais vous présenter et 2 MacBook Air. Et après un an d'utilisation, en faisant des montages vidéo pour la chaîne et en faisant des présentations dans les cours, pour l'instant, je n'ai pas saturé au niveau de la RAM. Donc et là, si je regarde, j'ai une vingtaine de bureaux ouverts. Et justement, lorsque la RAM est saturée, le processeur peut déborder sur le disque dur. Donc je me suis dit que si jamais il y avait un souci, avec un disque dur plus gros et plus rapide, ça poserait moins de problèmes. Alors on va déjà préciser dans quel contexte et pourquoi je suis passé sur la puce M3. Il faut savoir qu'en 2017, j'avais un iMac, j'ai acheté un iMac avec un processeur Intel Core i5. Alors je ne me rappelle plus combien il y avait de cœurs. Je vais aller le prendre. C'était un iMac 27 pouces, donc qui m'avait coûté 2000 € à l'époque, avec un Core i5. Et je ne me voyais pas changer pour un iMac 24 pouces. En déplacement, j'avais un MacBook Air 13 pouces. Alors là, c'est le 11 pouces que j'avais avant. Je ne retrouve plus où j'ai mis le 13 pouces, pourtant c'est l'année dernière que je l'ai rangé. En fait, si j'ai changé mon premier MacBook Air qui est de 2011, c'est parce que le câble de recharge, je ne pouvais plus le racheter et il s'était cassé. Donc je l'avais déjà changé une première fois et la deuxième fois quand il s'est cassé, Apple ne le vendait plus. Donc j'ai changé au bout de 7 ans et ce n'était pas à cause d'un problème de processeur ou de disque dur ou d'écran, c'était juste parce que la recharge était cassée. Le câble de recharge était cassé. Et le 13 pouces, donc celui-là juste après, que j'ai eu en même temps que l'iMac, commençait à être très lent et si je voulais faire des vidéos YouTube, je ne pouvais pas rester sur un processeur Intel. Alors soyons honnêtes, en 2017,
De 2017 à 2023, donc ça fait 6 ans, que ce soit l'iMac ou que ce soit le MacBook Air 13 pouces, fonctionnait encore, il n'y avait pas de souci, mais ça commençait à être vraiment très lent, rien que pour s'allumer, ça commençait à être compliqué. Donc je me suis dit de faire un compromis entre les deux et de passer sur un MacBook Pro en 14 pouces. Il fallait que je les change tous les deux, et plutôt qu'acheter un iMac et un portable, je vais acheter un MacBook Pro, et j'avais en tête aussi de me servir de l'écran de l'iMac, alors il me semble que c'est un écran 5K, pour retransmettre l'écran de mon MacBook Pro quand je rentrerai du travail. Mais malheureusement, Apple a pensé à tout, ça se fait sur d'anciennes versions de l'iMac, mais sur les iMac de 2017, on ne peut pas transmettre l'écran du MacBook Pro sur l'iMac. Donc ces informations sont intéressantes. Alors il me semble que sur mon retour d'expérience, le plus important c'est l'état de la batterie. Et justement, comment faire pour que la batterie s'use le moins possible. Et j'étais très surpris de voir un youtubeur local sur Toulouse qui explique que la batterie de son MacBook Pro M1, il faudra regarder, je crois qu'il avait acheté en 2022, a perdu pratiquement 20% la première année d'autonomie. Alors peut-être qu'il y a eu du progrès depuis les puces M1 sur la gestion de la batterie, donc depuis 2022 et jusqu'en 2023, mais il y a aussi des conditions d'utilisation et de recharge qui me semblent importantes. Donc je vous montre mes résultats. Après un an d'utilisation, je suis sur une efficacité de 100% de la batterie tout en ayant fait 117 cycles de recharge. Comment je sollicite la batterie? Quotidiennement, j'utilise le Mac 5 heures minimum sur la batterie. Que je sois chez moi ou à l'extérieur, je ne prends jamais le chargeur. Je n'ai jamais été à court de batterie. Je crois qu'une seule fois, je me suis dit que la journée allait être longue. Et en précaution, j'ai pris un simple câble USB-C pour me brancher sur une prise USB quelconque. Ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre le câble tressé MagSafe. Alors j'ai pris comme habitude pratiquement de recharger tous les soirs le Mac. Je ne descends jamais en dessous de 40% parce que par rapport à 5 heures d'utilisation, ça ne suffit pas pour utiliser plus la batterie du MacBook. D'autant que les réglages que j'utilise, ce sont des réglages sombres, ce qui permet de moins solliciter l'écran et de moins consommer au niveau de la lumière du Mac. Alors vous remarquerez qu'après un an d'utilisation, il n'y a pas eu d'usure de la batterie. Et il faut savoir que quand j'enregistre cette vidéo, on est le 19 novembre et je suis passé à 1% d'usure de la batterie. Donc maintenant, je suis plus à 100%, mais à 99%. Alors justement, quand on regarde l'utilisation que Locan a de son MacBook, il le laisse systématiquement branché au secteur toute la journée. Et il a utilisé des applications pour gérer la batterie de façon automatique. En fait, il en parle dans sa vidéo, ce sont des applications qui permettent de ne pas monter au-delà de 80% et qui évitent les moments de charge-décharge de la batterie. Bon, personnellement, j'ai utilisé aucune application pour gérer ça. D'autant que depuis la puce M3, il y a une gestion qui est à peu près correcte. Et le Mac fonctionne de la façon suivante pour recharger la batterie, c'est-à-dire qu'il sait que vous travaillez, par exemple, vous débranchez le Mac vers 7 h du matin pour partir au travail. Donc il va s'arranger pour rester à 80% jusqu'à 4-5 heures du matin. Et au dernier moment, il fera une petite pointe pour monter à 100% pour que vous puissiez partir avec toute l'autonomie dont vous avez besoin. Des retours que j'ai vus, les personnes qui laissent le MacBook branché toute la journée au secteur et qui en fait pensent économiser la batterie parce qu'ils la laissent charger à 80% par exemple, mettent en condition l'ordinateur d'user plus rapidement la batterie. En fait, c'est un retour d'Apple. Pour que la batterie s'use le moins possible, il faut qu'elle travaille. Elle finira toujours par s'user. Une batterie d'ordinateur portable, c'est comme un être vivant. Ça a toujours une certaine durée de vie. Malheureusement, c'est pas éternel. Donc, il faut le savoir. Votre durée de vie de batterie, c'est peut-être 4 ans, 5 ans. On espère bien évidemment le plus longtemps possible. En tout cas, moi, ce que j'ai utilisé pour que la batterie dure longtemps, c'est de recharger non pas le Mac avec le chargeur rapide qui est vendu avec le MacBook Pro puce M3 Pro. Donc on est censé tout le temps charger l'ordinateur avec, qui développe 96 watts, donc c'est assez puissant. Je vais vous montrer les rapidités de recharge quand j'utilise ce chargeur. J'utilise tout simplement la recharge de l'iPhone qui fait 10 watts. Alors des fois j'ai des recharges qui font 20 watts, que j'ai par exemple j'ai un Oculus Quest, ça fait 25 watts, donc des fois je le mets sur l'Oculus Quest. Donc vous allez voir. L'iPhone avec 10 watts, c'est la courbe la plus lente pour recharger, donc ça met plus de 6 heures pour recharger le MacBook quand il est assez utilisé. Alors qu'avec ce chargeur,
c'est beaucoup plus rapide. En 1 heure, vous avez pratiquement rechargé entièrement votre Mac. Et apparemment, ça fait partie aussi des choses qui usent la batterie. La recharger rapidement, ça se dit aussi pour les voitures électriques. Quand vous rechargez par exemple une voiture avec un superchargeur, apparemment ça fatigue beaucoup plus la batterie que si vous utilisiez une prise domestique. Alors, dans ce que j'ai noté, j'évite aussi de descendre en dessous des 20%. Ça a pu m'arriver de descendre jusqu'à 10% 2 fois dans l'année. Donc naturellement, le Mac essaye d'éviter de charger au-dessus des 80%. Alors, il faut savoir que ça charge très bien avec le chargeur de l'iPhone. C'est très lent, mais ça charge très bien. Par contre, si vous chargez le Mac avec le chargeur de l'iPhone et que vous chargez votre iPhone sur le Mac, alors là, c'est sûr que ça ne va pas charger. Tout va être optimisé pour charger en premier votre iPhone. C'est-à-dire que la batterie du Mac va continuer à se décharger et ça va accélérer la recharge de l'iPhone. Par contre, évidemment, si vous utilisez le chargeur rapide du Mac pour charger votre Mac et que vous branchez un iPhone dessus, il n'y a pas de souci, le Mac va se charger et l'iPhone va aussi se charger. Je vous déconseille toutefois de charger l'iPhone avec ce chargeur. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors très souvent, la recharge intelligente du MacBook fonctionne de la manière suivante. J'arrive par exemple à 18h, j'ouvre le Mac pour travailler dessus. Alors c'est sûr que si je le mets sur ce petit chargeur, il ne va pas pouvoir recharger et tourner en même temps. Il va juste rester à un niveau constant de batterie. Mais si je le mets sur un chargeur par exemple de 25 watts, un peu plus puissant que ça, ou sur le chargeur de 96 watts, personnellement, ce que je ne conseille pas. Comme le logiciel aura compris vos habitudes, il sait que vous allez le débrancher que le lendemain vers 7h du matin, il va vous faire fonctionner uniquement sur secteur, sans utiliser la batterie et sans pour autant recharger le Mac, ou le recharger très doucement. Ensuite, par exemple, vous fermez votre Mac, vous allez manger, vous allez vous coucher, et il va fonctionner de la façon suivante, il va se mettre à 80%, rester à 80% jusqu'à 1 heure ou 2 heures avant que vous alliez travailler, et au dernier moment, il vous mettra à 100%. Une dernière chose qui me semble importante, en particulier peut-être pendant l'été ou quand il commence à faire bon. Donc pendant la nuit, il a fait un peu frais, vous avez votre Mac qui est autour de 25 degrés ou de 20 degrés, température ambiante, il est chargé donc à 100% le matin. Alors l'augmentation de la température ambiante favorise les échanges d'ions au niveau de la batterie. Ce qui veut dire que cela donne plus d'énergie disponible, alors que l'ordinateur n'est pas en charge. Et comme il est déjà à 100%, cela va engendrer une détérioration de la batterie. Donc une des précautions que j'ai prises cette année, c'était de faire attention le matin, surtout quand je savais que la température allait augmenter dans la journée, de ne pas partir avec une batterie chargée à 100%. Pour autant, moi, je ne conseille pas d'acheter un MacBook M3, puisque maintenant c'est le MacBook M4 qui est sorti. Il me semble que si on cherche à faire des économies ou des compromis en se disant par exemple qu'on prend un Mac moins performant, on y perd en fait sur la durée. C'est-à-dire qu'en prenant un Mac relativement puissant, on va le garder 6-7 ans, et si on prend un Mac peut-être plus léger, il va tout simplement nous durer moins longtemps. Alors les points forts que j'ai trouvés pendant une année, bien évidemment, c'est en passant d'une puce Intel à une puce M3, c'est vraiment impressionnant. Je n'aurais jamais pu faire le travail que je fais actuellement avec mon ancien iMac. Ce qui me fait aussi très plaisir, c'est l'autonomie que je peux avoir sur toute ma journée de travail. Je ne pars jamais avec mon chargeur, alors que des fois je l'utilise pendant 7 heures. L'écran reste vraiment allumé pendant 7 heures. Je ne le mets jamais en veille. Alors je ne dis pas que l'ordinateur tourne à 100% ou qu'il fait du montage vidéo pendant 7 heures. C'est pas du tout le cas. C'est souvent du traitement de texte ou c'est de la fiche de PowerPoint ou de PDF. Donc si j'ai un conseil à vous donner, suite à mon expérience, à mes utilisations, c'est de prendre un Mac récent, de ne pas chercher à prendre un Mac peut-être d'occasion ou un Mac reconditionné, tout simplement parce que si vous prenez par exemple un M2 alors qu'on en est au M4, il va vous durer forcément moins longtemps. Donc ce que vous allez économiser d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. Donc voilà le retour sur le Mac. Il me semble que c'était important de faire un retour après 1 an d'utilisation, non pas sur la capacité ou la puissance de la puce M3. Vous trouvez plein de youtubeurs qui l'ont fait et qui le feront sûrement beaucoup mieux que moi. Ce que j'ai voulu vous montrer avec les graphiques, c'est la gestion de la batterie et malgré une utilisation quotidienne qu'elle était après 1 an en très bon état. Je ferai peut-être un retour l'année prochaine. Ce n'est pas une chaîne d'unboxing, donc ça sert à rien de vous abonner si vous attendez de l'unboxing. Peut-être que je vous ferai un retour d'expérience sur d'autres produits. J'ai prévu un produit en particulier, ce sera une surprise.
Et si cette vidéo vous a plu, je vous ferai peut-être l'iPhone 15 un an après pour voir justement avec la gestion de la batterie comment ça se passe. Voilà, je vous remercie. Au revoir.